Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test de la phablette Xiaomi Redmi Note Pro WCDMA. Donc, déjà pour présenter un petit peu Xiaomi et sa gamme Hongmi. Donc, Hongmi, Red Rice ou Riz Rouge, c'est sa gamme low cost en fait, sa gamme bas de gamme. Tout comme ce qui est un Ace pour Samsung, sauf que c'est un petit peu plus réussi. Donc ici on est en la présence d'une phablette de 5.5 pouces et donc ça va en fait sur la suite du Xiaomi Hongmi qui était lui en 4.7 pouces. Donc bien sûr celle-là c'est la version Note, donc plus grande parce que ça fait plus pro, etc. On va maintenant passer donc aux caractéristiques. Alors sa particularité c'est qu'il intègre un MediaTek MTK 6592 à 1,7 GHz. La version Note normale et non pro, parce que là c'est la version pro, est à 1,4 GHz et 1 Go de RAM. Ici on est à 1,7 GHz et 2 Go de RAM. Donc ensuite il a un processeur graphique, c'est un Mali 450 MP4 à 700 MHz. Il faut savoir donc pour se repérer à peu près, le Mali 450 est environ 2 fois plus performant que le Mali 400 qui est par exemple sur le S3 ou le Note 2. Donc ici on va se retrouver avec quelque chose de très très performant vu qu'il est même à une fréquence un peu plus élevée que sur le S3 et le Note 2. Nous avons donc ensuite le Wi-Fi, 3G, Bluetooth, nous avons le GPS bien sûr. Il doit y avoir peut-être d'autres choses. Ensuite, par contre, on n'a pas de NFC ou de Quick Charge ou quoi que ce soit. On se contente du classique. Bon, en même temps, le NFC, vous me direz, ça ne sert pas à grand-chose. Nous avons une batterie de 3100 mAh, donc autant qu'un Note 2, ce qui va permettre une grosse autonomie. Ça, on y reviendra sur la partie autonomie. On a un écran HD, donc 1280 x 720 pixels, sur du 5.5 pouces. Donc c'est de l'IPS mais avec des bons angles de vision, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a une bonne luminosité maximale. Ça reste moins que le premier Hongmi. C'est pas hyper lumineux non plus, mais on n'est pas non plus à la limite d'un Note 2 qui était pas très lumineux. Ça reste, on peut encore voir sur s'il y a du soleil. Donc ça c'est pas mal. Par contre au minimum, le souci c'est que c'est encore trop fort. Donc pour ceux qui aiment bien regarder son smartphone le soir, risque un petit peu d'abîmer les yeux. Enfin, ça va surtout les fatiguer. Donc c'est pas forcément, c'est un petit peu dommage. C'est ce qui manque un petit peu à cet écran, c'est l'écran minimal qui n'est pas vraiment, qui est encore trop fort. Maintenant, au niveau des choses autour du design, alors déjà nous avons 3 boutons sensitifs. Donc comme c'est la gamme Riz Rouge, donc Red Rice, vous avez cette petite particularité où les touches sensitives en fait sont colorées en rouge, justement pour rappeler cette gamme-là. On a d'ailleurs une grosse place ici, donc il faut savoir qu'au niveau de la taille, on va dire, c'est comme un Note 2, donc ça prend autant de place. Sauf que, alors sur le Note 2, vous avez un écran qui est bien centré par rapport donc à la hauteur. Et ici, en fait, on a l'écran qui est un petit peu plus haut. Donc c'est un petit peu la différence. En haut, on aura moins de place que sur le Note 2. Et en bas, il y aura un peu plus de place. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu, en bas, faire à peu près plus petit, histoire d'avoir une meilleure prise en main en hauteur. Nous avons, alors au-dessus, une caméra frontale de 2 mégapixels, ou 1,3, je ne sais plus exactement. Nous avons donc le haut-parleur pour parler, bien sûr, au téléphone, enfin pour écouter. Le capteur de luminosité, pour la luminosité automatique. Nous avons sur cette tranche ici, la micro USB, et donc, qui sert à charger la tablette ou même en OTG. Par contre, petite particularité, c'est que par rapport aux autres smartphones, quand vous chargez, en fait, vous devez mettre à l'envers la prise, donc c'est-à-dire que le côté plat va se retrouver au-dessus. Petite chose comme ça. Et vu que c'est carré, vous ne le voyez pas tout de suite. Vous avez donc le micro pour parler. Ici, sur cette tranche-là, vous avez le bouton Power et Volume plus et moins qui est exactement pareil que sur tous les autres Xiaomi.
Vous avez le petit haut-parleur mono ici. Vous avez le Mi, donc qui permet de dire que c'est un Xiaomi, donc il y a le Mi. Vous avez le flash qui est plutôt blanc, on le montrera juste après, et une caméra 13 mégapixels. Ensuite, on va montrer un petit peu l'intérieur. Donc pour l'ouvrir, alors, petit truc, d'habitude, on a toujours une petite encoche qui permet d'aider à ouvrir. Ici, en fait, vous l'ouvrez par la micro USB. Donc c'est une coque qui est bien sûr interchangeable, vous pouvez en trouver beaucoup sur AliExpress, je vais arriver. Donc qui est un eBay chinois en gros. Et donc vous pouvez trouver des coques, alors vous pouvez trouver les coques classiques, vous pouvez trouver des choses qui se mettent par-dessus, vous pouvez trouver des coques alors en aluminium et touché vert en fait. Alors je sais pas encore si c'est du verre ou pas, je vais en récupérer un bientôt. Et vous avez du full alu, donc c'est-à-dire qu'avoir quelque chose qui fait un peu haut de gamme, donc contour alu, etc. Donc ça peut être sympa. À l'intérieur, on y trouve du dual SIM, particularité aussi donc du marché asiatique, surtout chinois qui est friand des dual SIM. Donc ici on a la partie 3G, donc ça accepte des SIM normales. Moi j'ai une micro SIM, donc vous voyez je l'ai mis, ça tient comme ça en fait, donc ça repère très bien la SIM, ça prend très bien la 3G. Par contre, s'il y a un souci, pour ceux qui pourraient se poser la question, si c'est mal mis, alors ça, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte tout de suite, puisque vous allez capter la Edge très très bien, mais vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne captez plus la 3G. Donc c'est juste que en fait, c'est un petit peu décalé. Ici, vous avez donc la version en fait là où il y a juste GSM, donc juste 2G, qui peut permettre pour une ligne pro ou quelque chose comme ça. Ici, vous avez le port micro SD. Donc ici, j'ai une version une micro SD de 64 Go classe 10. Pour savoir, alors normalement de base, officiellement, ça ne supporte que 32 Go. Alors pour pouvoir accepter du 64, il faut vous mettre votre micro SD fraîchement reçu sur votre PC et vous utilisez le petit logiciel, un petit exécutable que vous trouvez n'importe où, guiformat.exe. Et en fait, ça va vous formater la carte en FAT32 et ce sera reconnu et vous pourrez utiliser une carte 64 Go sur n'importe quel smartphone qui officiellement ne peut en avoir que 32. Vous avez le haut-parleur, vous pouvez voir un petit peu comment elle est, donc c'est un petit peu bizarre comment elle est, mais le son est plutôt pas mal, on fera écouter ça juste après. Donc voilà. Donc pour la partie design, tout ça c'est fait. Je vous montre juste un petit peu ce que peut donner les haut-parleurs. Donc après ça reste un haut-parleur mono dorsal, donc c'est pas exceptionnel. Donc forcément ça manque, je vais baisser un peu le son, ça manque un peu de basse, ça manque de clarté, ça manque de profondeur, de peps. Ça reste un haut-parleur classique. Après, je trouve que ça se défend plutôt bien, c'est plutôt puissant, ça agresse pas les oreilles, ça casse pas la tête. Donc c'est plutôt sympa. Mais bien sûr, il a tous les défauts que peut avoir un smartphone de ce type, un haut-parleur de ce type. Donc maintenant, on va passer à la partie software. Donc pour le software, on se retrouve avec la version MIUI V5, donc classique, à peu près tous les derniers Xiaomi et donc la ROM custom sur les derniers trucs sont en V5. Mais sauf que là on est en 4.2.2 par rapport à la Mi Pad, vu que c'est du Mediatek et puis que c'est la gamme low cost, c'est moins suivi. Alors au niveau des mises à jour, pour vous redire tout de suite, c'est environ tous les mois et ça suit en fait ses propres mises à jour, ses propres avantages. Donc, comme vous voyez d'habitude, donc sur la Mi Pad on était en 4.8.8, ici on est en 28.0.0, donc c'est quelque chose de complètement différent. C'est un suivi vraiment différent. Malgré ça on aura quelque chose de plutôt bien et on va voir ça sur la suite. Alors pour ceux qui ne reconnaissent pas l'interface de MIUI, c'est parce qu'en fait j'ai appliqué un thème, donc je l'ai laissé un petit peu, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de base. On va aller dans les thèmes, donc vous voyez j'ai plein de thèmes, vous voyez même thème Angry Birds, je en avais parlé donc sur
sur le test express. Là on va aller un petit peu plus loin, on va montrer. Alors c'est vraiment très très sympa, je trouve que ça a une vraie force sur MIUI. Donc voici quelque chose de base. Donc après ça change aussi au niveau des SMS, ça change au niveau des paramètres, on va y revenir très très vite. Ça change en fait toute l'interface. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment appréciable et on peut changer beaucoup de choses. Alors on va mettre par exemple celui que j'aime bien. Donc moi c'est le thème Minspire que je trouve assez classe. Donc voilà, je suis en train de l'appliquer et hop, on se retrouve avec quelque chose de, pour moi je trouve très joli, très classe, très différent. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez d'ailleurs aller un peu plus loin, donc on ne peut pas simplement appliquer un thème, on peut aller un peu plus loin, donc vous avez tout un truc en fait, vous pouvez choisir, donc moi je vais dans les gratuits sur la catégorie ou sur populaire, et vous pouvez en fait en télécharger tout plein. Vous pouvez aller ensuite dans catégorie, modifier le thème, et alors vous avez plein de choses, vous pouvez modifier plein de choses, et vous pouvez même modifier l'animation de démarrage, donc on va montrer ça très rapidement. Donc par exemple, vous voyez j'en ai plein. Et par exemple, moi j'ai mis ça, et puis j'ai mis, je peux mettre aussi donc une musique à moi. Donc c'est vraiment très très sympa. On peut tout changer, on peut changer la police. Donc vous voyez, j'en ai quelques-uns. Par contre, le petit souci au niveau des polices, c'est que vous aurez un accent qui peut se mettre. On a aussi un centre de sécurité. Donc au niveau du centre de sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment très complet. En fait, ça réunit beaucoup de choses. Donc on a le nettoyage au niveau du cache, au niveau des choses comme ça, des choses, des fichiers APK qui pourraient rester, des résidus, vous voyez, plein de choses que vous pouvez nettoyer. Vous avez l'énergie, donc là ça permet d'économiser la batterie, d'optimiser des réglages, d'avoir plusieurs profils. Donc il y a un profil sauvegarde auto de votre utilisation quotidienne, un mode veille, mode marathon, vous pouvez faire vos propres choses. Donc là on peut voir l'usage CPU équilibré, nettoyer la mémoire jamais, etc. Donc là on peut voir, on peut vraiment tout changer. Et ça permet de, par exemple, créer plusieurs profils. Donc dès qu'on rentre chez nous, on peut changer directement de profil. On peut même les basculer automatiquement sur tel profil ou même mettre un planificateur. Vous avez un anti-spam, donc ça permet par exemple pour les SMS appels à filtrer les appels, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Si quelqu'un vous emmerde, bah, au moins vous pouvez les mettre ici. Donc sans que ça gêne vraiment. Vous avez même un antivirus. Alors, est-ce que ça sert vraiment? Je ne suis pas sûr. Mais c'est intégré. Ça peut toujours être utile si vous êtes du style à chercher n'importe où, n'importe quelle application. Vous avez un gestionnaire de permissions, un gestionnaire de démarrage automatique. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Je pourrais faire du ménage. Donc gestionnaire de permissions, ça permet de voir en fait... qu'est-ce qui utilise quoi, donc qu'est-ce qui utilise le Wi-Fi, donc Skype, Mickey, Service Google, etc. On peut voir le nombre de fois qu'ils ont voulu essayer et le nombre de fois que vous avez autorisé ou refusé. Et donc vous pouvez voir qu'au niveau des permissions, c'est un petit peu n'importe quoi. Parce que par exemple Trial Frontier, je vois pas pourquoi il devrait pouvoir envoyer des MMS. Donc ça c'est vraiment très sympa, vous pouvez vraiment tout... vous pouvez autoriser ou non le fait de pouvoir qu'une application puisse accéder à telle ou telle chose. Donc ouais, ici, là par exemple, l'ID du téléphone, il y a beaucoup de choses, sauf que Skype, il me l'avait demandé et j'ai refusé, des choses comme ça. Et on peut même voir donc pour Skype, ici donc, autorisé 44 fois, refusé 79. Donc depuis, en fait, je l'ai refusé. Et je peux faire ça pour à peu près tout. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, j'ai tout montré. En chose qui est intégrée de base aussi, donc nous avons, j'en avais parlé aussi dans l'AmiPad, la galerie qui est complètement, donc vous pouvez voir un petit peu comment c'est, et vous avez donc un album MiCloud où donc vous voyez donc non trié, c'est toutes vos photos que vous avez prises, les captures d'écran qui sont mis vraiment à part, et vous avez aussi normalement les vidéos qui sont donc dans cette partie-là, et vous pouvez créer vos dossiers. Donc dossier MiPad, et donc on peut voir ce que j'ai pris. Donc ce qui est bien, c'est que c'est non compressé en plus. Dropbox avait tendance à le faire, donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien, et on peut le partager très rapidement.
Donc on peut faire partager publiquement, partager l'URL, et je peux partager tout et n'importe quoi. Donc j'avais fait ça pour mes anciens tests. Ça permet aussi d'avoir un album qui est synchronisé entre vos différents appareils, et ça permet donc de voir quelqu'un qui prend un appareil, qui fait une photo, bah, je pourrais le voir 5 minutes après sur mon téléphone. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui est vraiment sympa. Nous avons aussi, alors en truc particulier, nous avons donc au niveau des mises à jour, on peut voir donc on a une application pour ça. Si jamais ça repère pas ce que vous avez téléchargé donc sur Xiaomi.eu, vous pouvez sélectionner le pack d'installation. Donc en général ça va dans Download, donc ça va dans carte SD. Vous pouvez choisir n'importe où. Donc ça c'est vraiment sympa. Et vous redémarrez, ça va appliquer directement la mise à jour. Donc ça reste pas très compliqué, tout ce que vous avez à faire c'est comme pour la BIPAD, le télécharger le fichier sur Xiaomi.eu. Faites attention au niveau du téléchargement, ne prenez pas le TD SDMA qui va vous faire perdre l'usage du réseau, donc ce serait un peu con. On y reviendra vers la fin de cette partie-là. Donc on a aussi un cloud qui est offert, donc là je me suis pas encore connecté dessus, mais qui est offert, et ça vous permet en fait d'avoir près de 500 Go à votre disposition, sur lequel vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de limite de temps, vous êtes complètement libre là-dessus. Vous avez Authenticateur pour votre compte Xiaomi, qui permet de protéger encore mieux votre compte, parce que en fait dessus, vous pouvez sauvegarder absolument tout. On y reviendra un petit peu après. Vous avez Mickey, alors ce que j'ai montré sur la Mi Pad, je ne l'ai pas ici. En fait, ça permet, donc, comme on peut le voir, c'est branché en fait un truc qui se met sur la prise jack, et vous pouvez, selon les clics, lancer telle ou telle application. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Il y a, je pense que j'ai montré le principal. Ensuite, nous avons l'explorateur de fichiers, bien sûr, qui est très efficace. Vous pouvez même avoir une vue d'ensemble sur parcourir. Donc, vous voyez, j'ai 5000 musiques, j'ai 3 vidéos, 1226 photos, 122 documents, 4 archives, 3 APK, un favori, un truc de journaux, donc voilà, MMS. Et le nombre de gigas que j'ai de disponibles sur le total. Donc ça, c'est sympa, ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a sûrement des choses. Donc vous avez un navigateur qui est vraiment très très sympa, qui est très efficace, et qui est... par exemple, si je vais prendre ça, je sais pas si ça marchera, parce qu'en général ça prend sur les autres. Donc normalement j'ai copié un lien, voilà, comme ça vient du navigateur, ça s'ouvre pas. Mais si vous ouvrez, en fait, si vous prenez n'importe quel fichier d'ailleurs, en fait, ça va vous permettre, il va vous afficher une petite pop-up sur lequel il va vous proposer d'ouvrir le lien que vous venez de copier. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Sur les SMS aussi, quelque chose de très sympa, c'est que vous pouvez avoir une pop-up qui est très discrète puisqu'elle reste en bas. Et si vous êtes en train d'écrire, elle va s'afficher en haut avec un petit aperçu de ce qui est écrit. Et vous permettre de répondre directement aux SMS n'importe où vous êtes. Donc voilà, c'est au niveau de l'OS, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, c'est plutôt fluide. Alors après, par contre, tout ce qui va être, par exemple, Happy Geek, dès qu'il va y avoir une image un peu lourde, ça va tendance à ramer. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. La dernière mise à jour, la 28.0.0 que j'ai faite, elle est plutôt pas mal. Donc là, on peut voir, c'est plutôt fluide. Mais par exemple, si on va faire comme ça, donc là, c'est fluide. Là, ça commence à ramouiller. Là... Voilà, ça dépend, voilà, et là ça rame un petit peu. Donc ça dépend vraiment des choses, c'est surtout quand il y a du contenu qui se télécharge où c'est un petit peu plus lent. Petite chose aussi, c'est qu'au niveau software, alors la puce 3G est super performante, donc ici vous voyez, j'ai pu afficher le débit sur lequel je suis, enfin le débit qui est actuellement, et quand je télécharge quelque chose c'est très très rapide, donc ça prend au maximum de la bande passante, donc en Wi-Fi ça peut être problématique. En 3G, c'est vraiment génial parce que autant on peut se dire que, sur mon Note 3, j'étais à 600 kT/s, sur mon premier Xiaomi, j'étais à 350, et quand je télécharge un fichier sur celui-là, je suis à plus de 1 MO seconde.
Donc ça veut dire c'est du 10 mégas, sachant que théoriquement la puce est de 21 mégabits seconde. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait softwairement, mais c'est hyper rapide au niveau du temps de réponse, c'est hyper rapide aussi. Donc en navigation, c'est vraiment vraiment super agréable. C'est un vrai gros plus. Et voilà. Ensuite au niveau des ouvertures d'applications, c'est un peu plus lent que du haut de gamme bien sûr. Bon, celui-là, je ne l'ai jamais vraiment ouvert, mais c'est un petit peu plus lent. Ça reste très correct, surtout pour ce que c'est. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. On a quand même quelque chose d'optimisé. Au fur et à mesure des mises à jour, ça s'améliore. Au niveau de l'appareil photo, alors on va voir quelque chose. Donc là, c'est un peu sombre chez moi. Il fait pas beau, etc. Donc bon, on va faire avec. Voilà, j'ai mis mon doigt devant. Malheureusement là, ouais, ah, voilà. Donc au niveau de l'appareil photo, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de détails. Le souci, ce sera qu'il y aura peut-être parfois un peu trop de grains qui se fera sentir. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a du détail mais beaucoup de grains qui s'affichent. C'est un peu particulier, mais l'appareil photo se défend vraiment très très bien, à mon sens. Bah, on a fait le tour au niveau de l'OS, maintenant on va faire le tour des benchmarks pour voir un petit peu ce que ça donne niveau puissance. Donc on se retrouve sur Antutu Benchmark. Alors Antutu, comme j'ai dit, c'est jamais vraiment fiable. Donc ici on a un score de 25 627 points. Donc c'est par contre ici ça paraît plutôt logique. Donc c'est un peu en dessous d'un S4. C'est un peu au-dessus d'un Nexus 4. Donc voilà, c'est à peu près l'endroit où il se met. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite nous avons Anomaly de Benchmark. Donc Anomaly 2 qui est plutôt fiable. Donc c'est sur Anomaly 2, ça se défend correctement, c'est plutôt fluide, etc. Après, voilà. Donc là, on a fait 170 000. Donc c'est à peu près à la hauteur d'un S600. On a après, au niveau des médiums et low, ça n'a pas été enregistré, mais c'est dans la moyenne en fait de ce qu'il vaut. Donc c'est un petit peu en dessous ou autour du S600 donc qu'on a par exemple sur un S4. Donc on se retrouve sur Geekbench maintenant. Alors on peut voir au niveau du score qu'on a quelque chose de plutôt sympa. Donc ici on a par corps, donc en monocore on a 430 points, donc c'est équivalent vraiment à quelque chose de très peu performant, puisque c'est un cœur A7, hein, comme j'en avais parlé au début du test. Donc c'est cohérent, c'est-à-dire qu'on a un petit cœur qui est pas très très puissant. Par contre, en multicœur, comme on a du 8 cœurs, on est à 2307 points. Ce qui est plutôt intéressant, puisque par exemple, bah, comme j'avais montré sur la Mi Pad, on est à 3000 points sur le Tegra 1 qui est très très puissant. Donc ça prouve que Mediatek a su vraiment faire preuve de quelque chose de vraiment sympa, d'une bonne idée, en ajoutant ces 8 cœurs pour permettre une excellente puissance sans augmenter le coût du CPU, parce que bah, forcément c'est pas cher, comme j'ai dit au début, c'est 160 €. Donc voici les résultats, donc à gauche on a le résultat. J'ai fait une comparaison avec le LG Optimus G, ou le Nexus 4, hein, ce sera exactement la même chose, équipé d'un S4 Pro. Donc ici, on peut voir que sur ce bench, en fait globalement le S4 Pro est meilleur, mais sur d'autres tests, il s'en sort mieux. En fait, c'est selon les tests. On peut voir qu'il peut être vraiment bien meilleur sur certaines choses et moins bien sur d'autres. Donc on peut voir que selon de quoi s'équiper, les résultats seront différents. Donc c'est vraiment pas mal, ça se défend plutôt bien, hein, sachant que le S4 Pro, même si c'est un Adreno 301, c'est plutôt pas mal, sachant que là on a un téléphone qui coûte 160 €, je le rappelle. Donc on se retrouve sur 3D Mark, dernier benchmark. Alors là, 3D Mark, beaucoup sur le graphisme par contre. Donc ici nous faisons un score de 5971 points. Le Sony Xperia SP avec un meilleur GPU fait 10 000 points. Le S4 Active, donc S600, a fait 10 000 points. Le Oppo M1, 10 000 points. Donc globalement, ça reste quand même inférieur à un S600. Donc voilà, ceux qui s'attendent à quelque chose de vraiment très très puissant, ce sera quand même un petit peu en dessous. On va voir ça juste après dans les jeux.
Donc on se retrouve pour cette partie jeu et on commence tout de suite avec Asphalt 8 bien sûr. Donc je joue à la manette, hein, ma petite iPega qui me quitte plus. Ne me quitte pas. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc forcément ce ne sera pas du même niveau que Tegraquin que j'ai fait hier. Mais ça se défend plutôt bien. Donc là le jeu est en élevé, alors le jeu est plutôt fin déjà. Ça me change énormément de ma gamepad qui avait vraiment quelque chose de... beaucoup d'aliasing. Donc là c'est un petit peu de mal à se lancer. Voilà. Mais on peut voir que le jeu après est fluide, hein, il se débrouille bien, il y a quelques petites micro chutes de framerate, mais dans l'ensemble c'est vraiment très très fluide, c'est vraiment agréable. On aurait pu penser que ça aurait un petit peu galéré, mais c'est franchement pas mal, hein, c'est fluide, non, c'est vraiment bien. Par contre, petite chose, alors spécialement sur Asphalt, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est qu'on a un espèce de... Ça avance vite, puis ça ralentit un peu, pour quelle raison, je ne sais pas exactement, mais il y a un espèce d'effet où ça s'arrête, mais sans pour autant que ça soit, comment dire, saccadé, c'est... faut vraiment avoir l'œil pour le remarquer, mais c'est un petit peu bizarre. Mais bon, ça reste pas injouable, hein, faut le voir, c'est vraiment très fluide, j'arrive à jouer correctement. Mais c'est une petite remarque qui peut-être se verra peut-être à la caméra. Vous pouvez voir qu'il y a des espèces de micro-ralentissements permanents. Et là, ça se voit pas, par exemple. C'est un petit peu bizarre. Donc bon, c'est particulier, on va dire. Mais le jeu est jouable. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Dead Trigger 2, notre classique Dead Trigger 2. Donc là, on se retrouve sur Dead Trigger 2. Avec ma manette. Alors par contre, on va changer ça. On peut voir c'est fluide, c'est beau aussi. Le jeu tourne très très bien, sans problème. Aucun ralentissement. Et c'est tous les zombies qui me foncent dessus. Donc ouais, c'est agréable en plus avec ma petite manette, le 5 pouces, enfin 5.5. C'est vraiment super agréable de jouer dessus. On a un petit confort d'affichage vraiment pas désagréable. Pour ceux qui jouent au tactile, je crois d'ailleurs que vous avez aussi la touche, non même pas. Sur la Mi Pad, vous aviez la touche pour... Voilà, vous pouvez désactiver les touches si vous êtes au tactile pour éviter des petits problèmes, genre vous touchez les touches, voilà, vous pouvez les désactiver quand vous jouez ce type de jeu. Comment je... Ah bah non, je sais plus comment lancer les grenades. On va faire au tactile. Ah bah non. Bref, vous voyez, ça tombe bien. Alors qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? On peut montrer, parce que je tendance à être plus à être petit jeu, on peut montrer Trials Frontier, petit jeu d'Ubisoft. Donc on peut voir ça tourne magnifiquement bien, sans problème. Hyper fluide, ça tourne vraiment super bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Très agréable à jouer, il est beau. On va aller voir un petit peu la suite. Le tout bien sûr avec la manette Bluetooth qui est très bien supportée. Ça répond super bien. Au passage, l'écran tactile est d'ailleurs très sensible, donc aucun souci, et très précis en plus de ça, donc au niveau des contrôles, vous n'aurez aucun souci. Donc voilà. Ensuite, il y a Skyforce qui est sympa à montrer aussi. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment... voilà, j'ai plus orienté les jeux sur du petit mobile. Donc s'il veut bien se lancer, voilà, il est en chargement.
Donc là, vous devez contrôler un vaisseau et vous devez avancer, voilà, pour ceux qui connaissent. On peut voir que ça marche super bien, on peut vraiment être précis avec. Le retard tactile est vraiment... il y en a vraiment peu. Donc ouais, c'est vraiment agréable, le jeu en plus il est joli, il est fluide, avec l'écran c'est vraiment un petit bonheur d'y jouer, parce que l'écran est vraiment pas mal. Le fait que ce soit d'ailleurs en 720p pourrait être, comment dire, ça pourrait montrer de l'aliasing ou voilà, beaucoup de défauts, et au final, bah, autant je pouvais dire ça sur mon Note 2, au final, sur le Redmi, avec la puissance graphique qu'il a, c'est vraiment, vraiment agréable à jouer, et le fait que ce ne soit qu'un écran 720p n'est pas dérangeant, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, on a fait la partie jeu, maintenant on va faire l'autonomie. Donc niveau autonomie, alors là il y a une bonne surprise parce que beaucoup de gens cherchent une bonne autonomie. En général les phablettes permettent d'avoir une bonne autonomie. Alors là j'ai pris mon utilisation typique, c'est-à-dire beaucoup de 3G, donc là jusqu'à la fin de ma journée en rentrant chez moi, donc je suis rentré chez moi, il reste encore à peu près 25%. Et ensuite du Wi-Fi. Alors on peut voir donc que j'utilise beaucoup au boulot, sur une utilisation de 20 heures, donc de 5 heures du matin jusqu'à environ minuit, même un peu plus. Donc là on peut voir même mon activité, hein, beaucoup d'écrans allumés, après une partie où je fais rien, et là où j'ai encore beaucoup utilisé. Et j'ai fait une autonomie de 7h59 minutes et 59 secondes en écran allumé. Ce qui est tout bonnement impressionnant, sachant que 75% j'étais en H+. Alors ensuite, par exemple, j'ai aussi ici, où là j'étais à 49% et j'étais à 4h48 minutes et 50 secondes. Donc là c'était complètement Wi-Fi, donc ça veut dire qu'on peut atteindre près de 10 heures écran allumé chez soi. Donc c'est vraiment énorme. Et sachant qu'au fil des mises à jour ça va s'améliorer, le plus gros défaut étant pour l'instant la 3G qui consomme énormément. En effet on peut quasiment diviser l'autonomie par deux en 3G, donc on atteindra plus vers 6 heures, au mieux 6h30 écran allumé pour l'instant en 3G. Alors après la batterie a tendance à mettre du temps à se calibrer. Donc au début vous atteindrez plus 5 heures, ça va mettre un petit peu de temps, et au fur et à mesure ça va s'améliorer. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une excellente autonomie, c'est un très très bon point. L'autonomie est vraiment excellente pour ce qu'il y a, donc c'est génial, c'est vraiment vraiment bon. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phablette? Eh ben, elle est vraiment, vraiment étonnante pour le prix, hein. Je rappelle 160 euros. Moi qui viens d'un Note 3, que je trouvais légèrement trop grand, ici le format 5.5 au lieu de 5.7 j'ai préféré, malgré que je perds en puissance et en écran, entre guillemets. Eh ben, franchement, j'en suis vraiment, vraiment agréablement surpris. Alors déjà, le fait que, voilà, au niveau design, on peut améliorer un petit peu avec la coque. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des touches sensitives. Le design est vraiment très correct pour la gamme dans laquelle elle est. Ensuite l'OS. L'OS qui est pour moi aussi très très important, et MUI à ce jour est pour moi l'une des meilleures expériences que j'ai eues. Et c'est pour ça que je l'ai répété en reprenant du Xiaomi. D'ailleurs donc en fait l'avantage... donc c'est le fait de pouvoir mettre des thèmes. Donc là je vous en ai montré un. On peut en mettre vraiment plein en cherchant un petit peu. Vous voyez, j'en ai beaucoup d'autres. J'ai par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui peut changer? J'ai aussi ça. Pour vous dire à quel point ça peut changer, voici par exemple des petits exemples de thèmes, et vous en avez
beaucoup, qui peuvent vraiment changer un peu l'expérience du fait que le design soit différent. Vous avez aussi beaucoup d'applications aux alentours qui peuvent améliorer l'expérience, comme le centre de sécurité qui est vraiment très complet. Vous avez une fluidité qui est quand même très correcte, vous avez un bon suivi, d'ailleurs ils vont passer à KitKat dans quelques temps. Donc c'est vraiment une très bonne tablette. En plus, le fait qu'il y ait une excellente autonomie, comme j'ai dit, on peut atteindre 10 heures écran allumé chez soi. Ça, c'est vraiment génial. L'appareil photo est même très correct pour le prix. Il se défend plutôt bien. En jeu, comme on vient de le voir, ça se défend super bien aussi, hein. Asphalt 8 qui est plutôt correct, Dead Trigger 2 qui a pas de lag, Trial Frontier qui est vraiment bien, Skyforce qui est vraiment très fin, très fluide, etc. C'est vraiment très agréable. Le seul souci qu'il pourrait y avoir actuellement, c'est qu'on est cantonné à 8 Go de mémoire interne. Après, il est possible de router, de déplacer ces applications très rapidement grâce à un petit script qui permet même d'inverser sa mémoire SD et sa mémoire interne. Dans les défauts que je pourrais mettre, c'est que pour l'instant c'est pas encore parfait, c'est ça que je disais, au niveau de la fluidité, parce que c'est encore un processeur qui est assez différent de ce qu'on peut voir, un octocore avec plein de petits cœurs, c'est assez particulier, mais ça a l'avantage de rendre l'appareil vraiment très peu cher, très abordable, en ayant des performances très correctes. Le fait aussi qu'on n'ait pas du 1080p, alors ça aurait influé sur les performances en jeu, et pour moi, je trouve que le 720p n'est pas, c'est dispensable au final. Au départ, je me disais 5.5, ça aurait été bien avec du 1080p, etc. Et je me rends compte avec cette phablette que non, ce n'est pas obligatoire, et ça se défend vraiment très bien, même avec une telle résolution sur un écran aussi grand. Donc comme quoi, quand on a un bon écran, on peut faire des miracles. Le tout avec un bon son, on a des bonnes applications natives, on a des choses qui sont vraiment très bien. Donc c'est vraiment bien, j'en suis vraiment content. Pour le prix, je ne peux que la conseiller. L'autre défaut qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être aussi ce manque d'optimisation d'espace, des bords légèrement trop gros, et peut-être le poids. Mais ce serait vraiment, il n'y a pas beaucoup de défauts pour sa gamme, qui est vraiment très correct. Donc pareil, pour ceux qui cherchent une phablette à bas prix avec des performances correctes et un OS fluide, je pense que vous serez vous serez conquis par cette phablette qui remplit pour moi tous les critères. Donc en plus de ça, en 3G, c'est très performant, ce qui fait que Facebook, etc., vous n'aurez pas de temps d'attente extraordinaire, comme même sur des hauts de gamme, quand on n'est pas en 4G, ça peut être parfois un peu long. Et là non. Étonnamment, j'étais vraiment même surpris de ce point de vue-là, alors que pourtant j'avais eu plusieurs téléphones avec la 3G classique, mais là c'est beaucoup mieux que d'habitude. Donc je peux que recommander, avec tous les services Xiaomi qui sont vraiment bien, je peux que recommander. Vous avez même plein de petites choses que je n'ai pas forcément montrées à la caméra, comme le fait de pouvoir allumer sa lampe torche en étant sur le lock screen, donc vous appuyez sur Home, et vous avez le flash qui s'allume. Vous avez plein de petites choses comme ça qui permettent vraiment une bonne utilisation. Je trouve que c'est vraiment l'essentiel qu'il faut pour un utilisateur moyen. Donc je ne peux que la recommander. Donc voilà, à bientôt pour un prochain test sur AndroGames.fr. De sécurité. Donc au niveau du centre de sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment très complet. En fait, ça réunit beaucoup de choses. Donc on a le nettoyage au niveau du cache, au niveau des choses comme ça, des fichiers APK qui pourraient rester, des résidus, vous voyez, plein de choses que vous pouvez nettoyer. Vous avez l'énergie, donc là ça permet d'économiser la batterie, d'optimiser des réglages, d'avoir plusieurs profils. Donc il y a un profil sauvegarde auto de votre utilisation quotidienne, un mode veille, mode marathon, vous pouvez faire vos propres choses. Donc là on peut voir l'usage CPU équilibré, nettoyer la mémoire jamais, etc. Donc là on peut voir, on peut vraiment
vraiment tout changer. Et ça permet de, par exemple, créer plusieurs profils. Donc dès qu'on rentre chez nous, on peut changer directement de profil. On peut même les basculer automatiquement sur tel profil ou même mettre un planificateur. Vous avez un anti-spam, donc ça permet par exemple pour les SMS appels à filtrer les appels, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Si quelqu'un vous emmerde, bah, au moins vous pouvez les mettre ici, donc sans que ça gêne vraiment. Vous avez même un antivirus, alors est-ce que ça sert vraiment? Je ne suis pas sûr, mais c'est intégré, ça peut toujours être utile si vous êtes du style à chercher n'importe où, n'importe quelle application. Vous avez un gestionnaire de permissions, un gestionnaire de démarrage automatique. Donc vous voyez, il y a plein de choses, je pourrais faire du ménage. Donc gestionnaire de permissions, ça permet de voir en fait qu'est-ce qui utilise quoi, donc qu'est-ce qui utilise le Wi-Fi, donc Skype, Mickey, Service Google, etc. On peut voir le nombre de fois qu'ils ont voulu essayer et le nombre de fois que vous avez autorisé ou refusé. Et donc vous pouvez voir qu'au niveau des permissions, c'est un petit peu n'importe quoi. Parce que, par exemple, Trial Frontier, je vois pas pourquoi il devrait pouvoir envoyer des MMS. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez vraiment vous pouvez autoriser ou non le fait de pouvoir qu'une application puisse accéder à telle ou telle chose. Donc ouais, ici, là, par exemple, l'ID du téléphone, il y a beaucoup de choses, sauf que Skype, il me l'avait demandé et j'ai refusé, des choses comme ça. Et on peut même voir donc pour Skype, ici, donc, autorisé 44 fois, refusé 79. Donc depuis, en fait, je vais refuser. Et je peux faire ça pour à peu près tout. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, j'ai tout montré. En chose qui est intégrée de base aussi, donc nous avons, j'en avais parlé aussi dans l'AmiPad, la galerie qui est complètement, donc vous pouvez voir un petit peu comment c'est. Et vous avez donc un album Mi Cloud où donc vous voyez donc non trié, c'est toutes vos photos que vous avez prises, les captures d'écran qui sont mis vraiment à part, et vous avez aussi normalement les vidéos qui sont donc dans cette partie-là, et vous pouvez créer vos dossiers. Donc dossier MiPad, et donc on peut voir ce que j'ai pris. Donc ce qui est bien, c'est que c'est non compressé en plus. Dropbox avait tendance à le faire, donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien, et on peut le partager très rapidement. Donc on peut faire partager publiquement, partager l'URL, et je peux partager tout et n'importe quoi. Donc j'avais fait ça pour mes anciens tests. Ça permet aussi d'avoir un album qui est synchronisé entre vos différents appareils, et ça permet de voir quelqu'un qui prend un appareil, qui fait une photo, je pourrais le voir 5 minutes après sur mon téléphone. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui est vraiment sympa. Nous avons aussi, alors en truc particulier, nous avons donc au niveau des mises à jour, on peut voir donc on a une application pour ça. Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test de la phablette Xiaomi Redmi Note Pro WCDMA. Donc déjà pour présenter un petit peu Xiaomi et sa gamme Hongmi. Donc Hongmi, Red Rice ou Riz Rouge, c'est sa gamme low cost en fait, sa gamme bas de gamme. Tout comme ce qui est un Ace pour Samsung, sauf que c'est un petit peu plus réussi. Donc ici on est en la présence d'une phablette de 5.5 pouces et donc ça va en fait sur la suite du Xiaomi Hongmi qui était lui en 4.7 pouces. Donc bien sûr celle-là c'est la version Note, donc plus grande parce que ça fait plus pro, etc. On va maintenant passer donc aux caractéristiques. Alors sa particularité c'est qu'il intègre un MediaTek MTK 6592 à 1,7 GHz. La version Note normale et non pro, parce que là c'est la version pro, est à 1,4 GHz et 1 Go de RAM. Ici on est à 1,7 GHz et 2 Go de RAM. Donc ensuite il a un processeur graphique, c'est un Mali 450 MP4 à 700 MHz. Il faut savoir donc pour se repérer à peu près, le Mali 450 est environ 2 fois plus performant que le Mali 400 qui est par exemple sur le S3 ou le Note 2.
Donc ici, on va se retrouver avec quelque chose de très très performant, vu qu'il est même à une fréquence un peu plus élevée que sur le S3 et le Note 2. Nous avons donc ensuite le Wi-Fi, 3G, Bluetooth, nous avons le GPS bien sûr, il doit y avoir peut-être d'autres choses. Ensuite par contre on n'a pas de NFC ou de Quick Charge ou quoi que ce soit, on se contente du classique. Bon, en même temps le NFC vous me direz ça ne sert pas à grand chose. Nous avons une batterie de 3100 mAh, donc autant qu'un Note 2, ce qui va permettre une grosse autonomie, ça on y reviendra sur la partie autonomie. On a un écran HD, donc 1280 x 720 pixels, sur du 5.5 pouces. Donc c'est de l'IPS mais avec des bons angles de vision, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a une bonne luminosité maximale. Ça reste moins que le premier Ongmi, c'est pas hyper lumineux non plus, mais on n'est pas non plus à la limite d'un Note 2 qui était pas très lumineux. Ça reste, on peut encore voir sur s'il y a du soleil, donc ça c'est pas mal. Par contre au minimum, le souci c'est que c'est encore trop fort, donc pour ceux qui aiment bien et ceux qui aiment bien regarder son smartphone le soir risquent un petit peu d'abîmer les yeux. Enfin, ça va surtout les fatiguer. Donc c'est pas forcément, c'est un petit peu dommage. C'est ce qui manque un petit peu à cet écran, c'est l'écran minimal qui n'est pas vraiment, qui est encore trop fort. Maintenant, au niveau des choses autour du design, alors déjà nous avons 3 boutons sensitifs. Donc comme c'est la gamme Ray Rouge, donc Red Rice, vous avez cette petite particularité où les touches sensitives en fait sont colorées en rouge, justement pour rappeler cette gamme-là. On a d'ailleurs une grosse place ici, donc il faut savoir qu'au niveau de la taille, on va dire, c'est comme un Note 2, donc ça prend autant de place. Sauf que, alors sur le Note 2, vous avez un écran qui est bien centré par rapport donc à la hauteur. Et ici, en fait, on a l'écran qui est un petit peu plus haut. Donc c'est un petit peu la différence. En haut, on aura moins de place que sur le Note 2, mais en bas, il y aura un peu plus de place. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu, en bas, faire à peu près plus petit, histoire d'avoir une meilleure prise en main en hauteur. Nous avons, alors au-dessus, une caméra frontale de 2 mégapixels, ou 1,3, je ne sais plus exactement. Nous avons donc le haut-parleur pour parler, bien sûr, au téléphone, enfin pour écouter. Le capteur de luminosité, pour la luminosité automatique. Nous avons sur cette tranche ici, la micro USB, et donc, qui sert à charger la tablette ou même en OTG. Par contre, petite particularité, c'est que par rapport aux autres smartphones, quand vous chargez, en fait, vous devez mettre à l'envers la prise, donc c'est-à-dire que le côté plat va se retrouver au-dessus. Petite chose comme ça. Et vu que c'est carré, vous ne le voyez pas tout de suite. Vous avez donc le micro pour parler. Ici, sur cette tranche-là, vous avez le bouton Power et volume plus et moins qui est exactement pareil que sur tous les autres Xiaomi. Vous avez le petit haut-parleur mono ici. Vous avez le Mi, donc qui permet de dire que c'est un Xiaomi, donc il y a le Mi. Vous avez le flash qui est plutôt blanc, on le montrera juste après, et une caméra 13 mégapixels. Ensuite, on va montrer un petit peu l'intérieur. Donc pour l'ouvrir, alors, petit truc, d'habitude, on a toujours une petite encoche qui permet d'aider à ouvrir. Ici, en fait, vous l'ouvrez par la micro USB. Donc c'est une coque qui est bien sûr interchangeable, vous pouvez en trouver beaucoup sur AliExpress, je vais arriver. Donc qui est un eBay chinois en gros. Et donc vous pouvez trouver des coques, alors vous pouvez trouver les coques classiques, vous pouvez trouver des choses qui se mettent par-dessus, vous pouvez trouver des coques alors en aluminium et touché vert en fait. Alors je sais pas encore si c'est du verre ou pas, je vais en récupérer un bientôt. Et vous avez du full alu, donc c'est-à-dire qu'avoir quelque chose qui fait un peu haut de gamme, donc contour alu, etc. Donc ça peut être sympa. À l'intérieur, on y trouve du dual SIM, particularité aussi donc du marché asiatique, surtout chinois qui est friand des dual SIM. Donc ici, on a la partie 3G, donc ça accepte des SIM normales. Moi, j'ai une micro SIM, donc vous voyez, je l'ai mis, ça tient comme ça en fait. Donc ça repère très bien la SIM, ça prend très bien la 3G.
Par contre, s'il y a un souci, pour ceux qui pourraient se poser la question, si c'est mal mis, alors ça vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte tout de suite, puisque vous allez capter la Edge très très bien, mais vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne captez plus la 3G. Donc c'est juste que en fait c'est un petit peu décalé. Ici vous avez donc la version en fait là où il y a juste GSM, donc juste 2G, qui peut permettre pour une ligne pro ou quelque chose comme ça. Ici vous avez le port micro SD, donc ici j'ai une version une micro SD de 64 Go classe 10. Pour savoir, alors normalement de base, officiellement ça ne supporte que 32 Go. Alors pour pouvoir accepter du 64, il faut vous mettre votre micro SD fraîchement reçu sur votre PC et vous utilisez le petit logiciel, un petit exécutable que vous trouvez n'importe où, glyformat.exe. Et en fait, ça va vous formater la carte en FAT32 et ce sera reconnu et vous pourrez utiliser une carte 64 Go sur n'importe quel smartphone qui officiellement ne peut en avoir que 32. Vous avez le haut-parleur, vous pouvez voir un petit peu comment elle est, donc c'est un petit peu bizarre comment elle est, mais le son est plutôt pas mal, on fera écouter ça juste après. Donc voilà. Donc pour la partie design, tout ça c'est fait. Je vous montre juste un petit peu ce que peut donner les haut-parleurs. Donc après ça reste un haut-parleur mono dorsal, donc c'est pas exceptionnel. Donc forcément ça manque, je vais baisser un peu le son, ça manque un peu de basse, ça manque de clarté, ça manque de profondeur, de peps. Ça reste un haut-parleur classique. Après, je trouve que ça se défend plutôt bien, c'est plutôt puissant, ça agresse pas les oreilles, ça casse pas la tête. Donc c'est plutôt sympa. Mais bien sûr, il a tous les défauts que peut avoir un smartphone de ce type, un haut-parleur de ce type. Donc maintenant, on va passer à la partie software. Donc pour le software, on se retrouve avec la version MIUI V5, donc classique, à peu près tous les derniers Xiaomi et donc la ROM custom sur les derniers trucs sont en V5. Mais sauf que là on est en 4.2.2 par rapport à la Mi Pad, vu que c'est du Mediatek et puis que c'est la gamme low cost, c'est moins suivi. Alors au niveau des mises à jour, pour vous redire tout de suite, c'est environ tous les mois et ça suit en fait ses propres mises à jour, ses propres avantages. Donc, comme vous voyez d'habitude, donc sur la Mi Pad on était en 4.8.8, ici on est en 28.0.0, donc c'est quelque chose de complètement différent. C'est un suivi vraiment différent. Malgré ça on aura quelque chose de plutôt bien et on va voir ça sur la suite. Alors pour ceux qui ne reconnaissent pas l'interface de MIUI, c'est parce qu'en fait j'ai appliqué un thème, donc je l'ai laissé un petit peu, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de base, on va aller dans les thèmes, donc vous voyez j'ai plein de thèmes, vous voyez même thème Angry Birds. Je n'en avais parlé donc sur le test express. Là on va aller un petit peu plus loin, on va montrer. Alors c'est vraiment très sympa, je trouve que ça a une vraie force sur MIUI. Donc voici quelque chose de base. Donc après ça change aussi au niveau des SMS, ça change au niveau des paramètres, on va y revenir très vite. Ça change en fait toute l'interface. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment appréciable et on peut changer beaucoup de choses. Alors on va mettre par exemple celui que j'aime bien. Donc moi c'est le thème Minspire que je trouve assez classe. Donc voilà, je suis en train de l'appliquer et hop, on se retrouve avec quelque chose de, pour moi je trouve très joli, très classe, très différent. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez d'ailleurs aller un peu plus loin, donc on ne peut pas simplement appliquer un thème, on peut aller un peu plus loin, donc vous avez tout un truc en fait, vous pouvez choisir, donc moi je vais dans les gratuits sur la catégorie ou sur populaire, et vous pouvez en fait en télécharger tout plein. Vous pouvez aller ensuite dans catégorie, modifier le thème, et alors vous avez plein de choses, vous pouvez modifier plein de choses, et vous pouvez même modifier l'animation de démarrage, donc on va montrer ça très rapidement. Donc par exemple, vous voyez j'en ai plein. Et par exemple moi j'ai mis ça, et puis j'ai mis, je peux mettre aussi donc une musique à moi. Donc c'est vraiment très sympa. On peut tout changer, on peut changer la police. Donc vous voyez j'en ai quelques-uns.
Par contre, le petit souci au niveau des polices, c'est que vous aurez un accent qui peut se mettre. On a aussi un centre. Si jamais ça repère pas ce que vous avez téléchargé donc sur xiaomi.eu, vous pouvez sélectionner le pack d'installation. Donc en général, ça va dans Download, ou ça va dans carte SD. Vous pouvez choisir n'importe où. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et vous redémarrez, ça va appliquer directement la mise à jour. Donc ça reste pas très compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est comme pour la Bipad, le télécharger le fichier sur xiaomi.eu. Faites attention au niveau du téléchargement, ne prenez pas le TD SDMA qui va vous faire perdre l'usage du réseau. Donc ce serait un peu con. On y reviendra vers la fin de cette partie-là. Donc on a aussi un cloud qui est offert, donc là je me suis pas encore connecté dessus, mais qui est offert et ça vous permet en fait d'avoir près de 500 Go à votre disposition sur lequel vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de limite de temps, vous êtes complètement libre là-dessus. Vous avez Authenticateur pour votre compte Xiaomi qui permet de protéger encore mieux votre compte parce que en fait dessus vous pouvez sauvegarder absolument tout. On y reviendra un petit peu après. Vous avez Mickey, alors ce que j'ai montré sur la Mi Pad, je ne l'ai pas ici. En fait, ça permet, donc, comme on peut le voir, c'est branché en fait un truc qui se met sur la prise jack et vous pouvez, selon les clics, lancer telle ou telle application. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Il y a, je pense que j'ai montré le principal. Ensuite, nous avons l'explorateur de fichiers, bien sûr, qui est très efficace. Vous pouvez même voir avoir une vue d'ensemble sur le parcourir. Donc, vous voyez, j'ai 5000 musiques, j'ai 3 vidéos, 1226 photos, 122 documents, 4 archives, 3 APK, un favori, un truc de journaux, donc voilà, MMS. Et le nombre de gigas que j'ai de disponibles sur le total. Donc ça, c'est sympa, ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a sûrement des choses. Donc, vous avez un navigateur qui est vraiment très très sympa, qui est très efficace et qui est, par exemple, si je vais prendre ça. Je sais pas si ça marchera parce qu'en général, ça prend sur les autres. Donc, normalement, j'ai copié un lien. Alors, comme ça vient du navigateur, ça s'ouvre pas. Mais si vous ouvrez, en fait, si vous prenez n'importe quel fichier d'ailleurs, en fait, ça va vous permettre, il va vous afficher une petite pop-up sur lequel il va vous proposer d'ouvrir le lien que vous venez de copier. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Sur les SMS aussi, quelque chose de très sympa, c'est que vous pouvez avoir une pop-up qui est très discrète puisqu'elle reste en bas. Et si vous êtes en train d'écrire, elle va s'afficher en haut avec un petit aperçu de ce qui est écrit. Et vous permettre de répondre directement aux SMS n'importe où vous êtes. Donc voilà, c'est au niveau de l'OS, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, c'est plutôt fluide. Alors après, par contre, tout ce qui va être, par exemple, Happy Geek, dès qu'il va y avoir une image un peu lourde, ça va tendance à ramer. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. La dernière mise à jour, la 28.0.0 que j'ai faite, elle est plutôt pas mal. Donc là, on peut voir, c'est plutôt fluide. Mais par exemple, si on va faire comme ça, donc là, c'est fluide. Là, ça commence à ramouiller. Là... Voilà, ça dépend, voilà, et là ça rame un petit peu. Donc ça dépend vraiment des choses, c'est surtout quand il y a du contenu qui se télécharge où c'est un petit peu plus lent. Petite chose aussi, c'est qu'au niveau software, alors la puce 3G est super performante, donc ici vous voyez, j'ai pu afficher le débit sur lequel je suis, enfin le débit que